sein d'un cycle. Voilà, l'enregistrement est lancé. D'un cycle de webinaires, donc on vous a proposé en 2025 avec en janvier, là encore, des solutions fondées sur la nature, mais cette fois-ci en milieu urbain. Aujourd'hui, ce sera en milieu agricole, au milieu agricole que nous nous intéresserons. Et puis au milieu de ces deux webinaires, nous avons proposé aussi en mars un webinaire sur les solutions d'appui à l'ingénierie technique et financière pour monter vos projets. Et nous avions eu, pour le coup, un travail avec plus fraîche ma ville, avec des DDT et un PNR pour vous parler aussi du fond vert. Donc on espère que ce sont des webinaires inspirants et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin de ressources complémentaires sur les éléments qui vous auront été partagés pendant ce cycle de webinaires. Donc là, c'est le dernier du cycle pour le premier semestre 2025. Petite règle pour ce webinaire, n'hésitez pas à indiquer le nom et la structure à laquelle vous appartenez. Donc en bas à gauche de votre écran, vous pouvez, en cliquant droit, pouvoir modifier l'intitulé qui apparaît pour nous sur l'écran. Ainsi, nous pourrons voir qui intervient et qui pose des questions dans le chat, puisque on vous propose aussi de poser toutes vos questions au travers du chat. Elles seront relayées par donc Delphine Young de la direction régionale de l'OFB, pardon, que je n'ai pas présentée, mais que vous voyez là sur vos écrans. Et on vous demande aussi donc de couper vos micros, s'il vous plaît. Merci. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ce sera dans un premier temps le concept des solutions fondées sur la nature. On verra de quoi il s'agit et puis quels sont leurs bénéfices avec Élise Martinez, qui est chef de projet Artisan, qui est un projet national qui vise à accroître le recours systématique aux solutions fondées sur la nature pour l'adaptation au changement climatique. Elle est à l'ARB Occitanie avec nous et donc nous l'entendrons dans un premier temps. Ensuite, nous accueillerons Manuel de la Foulouse, merci Manuel, du Conservatoire botanique national Pyrénées-Midi-Pyrénées et nous parlerons euh, de restauration d'espaces prairiaux en particulier. Et nous aurons ensuite le témoignage de deux communes qui sont territoires engagés pour la nature et qui ont fait pour leur des atlas de biodiversité communale. Il s'agit de la commune de Belberot qui est dans le sud-est de Toulouse, en Haute-Garonne, et qui a travaillé avec des agriculteurs pour de la plantation d'espaces vraiment prairiaux aussi, enherbés et fleuris. Le long des parcelles agricoles. Et puis ensuite, nous aurons la communauté de communes Astarac-Carros en Gascogne, qui nous rejoindra un petit peu plus tard dans ce webinaire mais qui nous parlera également du travail avec des agriculteurs et en milieu agricole pour des solutions en faveur de l'adaptation au changement climatique, mais aussi de la biodiversité, avec Mélanie Le Goulven qui nous rejoindra tout à l'heure. Donc, nous vous proposons tout d'abord une petite vidéo d'introduction pour nous chauffer et puis voir ce que sont les solutions fondées sur la nature. Je la lance de ce pas et voilà. Dernier critère, c'est le fait de mettre en place des processus participatifs de décision ou d'action associant les habitants et les acteurs. Donc ça, littéralement, l'exemple, c'est le Conseil local de biodiversité, donc on peut dire que c'est fait chez vous. Et le dernier critère, c'est le fait de mettre en place des actions permettant d'éviter. On n'a pas le son de la vidéo et par contre on entend un micro de quelqu'un. Ouais, c'est ça. On n'a pas le son Ah, de la vidéo et on entend le micro de quelqu'un, je sais pas si... Voilà. pardon?
il y a pas le son de la Ah, vidéo d'accord. et on entendait quelqu'un qui avait pas Oui, oui. coupé son micro dans les participants. Oui, c'est peut-être lié alors. Il n'y a pas le son de la visio. Alors, ça, j'aurais dû le tester avant. Ça marche pas? Non. Non. Mince. Euh, tu peux Bon, remettre après, comme il y a les éventuellement. sous-titres, c'est pas très très grave. Peut-être, Cécile, juste remettre le lien dans le chat. Voilà. Ah bah c'est ça que il y a quelqu'un qui remettre le lien de la vidéo dans le chat, comme ça chacun peut l'ouvrir de son côté. Ça peut marcher aussi comme ça. Mettre le lien dans le chat pour que... Mais chacun le verra à des vitesses différentes si jamais c'est un peu dommage. Il reste 1 minute 30. Je vais la laisser peut-être comme ça. Désolée. Alors, désolée pour cet instant, mais un peu calme du coup, pardon. Euh, donc là, vous avez eu un petit aperçu court d'une vidéo qui a été faite par l'Agence de l'eau Adour-Garonne et qui nous permet de voir ce que sont les solutions fondées sur la nature. Mais maintenant, Élise va rentrer un petit peu plus dans le détail et nous présenter notamment des exemples avec des solutions fondées sur la nature en milieu agricole, ce qui va nous occuper aujourd'hui. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je partage mon écran. Hop. Est-ce que c'est bon? Vous voyez bien la page de garde? Super. Donc, je commence cette introduction par un petit focus et peut-être un petit rappel sur le changement climatique en Occitanie. L'augmentation des températures moyennes va dépendre de la saison et donc sera encore plus forte en été que lors des autres saisons, alors que c'est déjà une période où les vagues de chaleur sont les plus intenses. Et à droite, sur les cartes, vous pouvez voir que la carte du haut montre la situation de référence concernant la durée annuelle de sécheresse du sol. Et plus ça va vers le rouge, plus la
période, cette durée est longue et on voit donc un allongement de ces durées entre la période de référence en haut et les projections à 2050. Par exemple, les zones en beige représentent une durée de 4 à 5 mois de sol sec par an. Et à l'échelle de la région, on voit que la superficie concernée augmente aussi. Parallèlement donc à l'allongement des périodes de sécheresse plus intenses, un des gros enjeux climatiques, comme on l'a vu grâce à la petite vidéo précédente, est celui des événements et des précipitations extrêmes en automne et en hiver, qui vont être donc plus fréquentes et plus fortes. Donc ces aléas climatiques ont des impacts forts et qui vont augmenter et donc être importants sur les activités et les milieux agricoles. Donc, en noir sur cette illustration sont indiquées les conséquences des sécheresses et des précipitations extrêmes sur ces milieux, à savoir en termes de sécheresse, l'abaissement des nappes phréatiques et la diminution en quantité de la ressource en eau. Ce manque d'eau, donc, qui va aussi impacter la biodiversité, la flore et la faune, mais aussi potentiellement les besoins d'irrigation, provoquer une vulnérabilité accrue aux maladies et aux ravageurs, le dépérissement des cultures liées notamment aussi aux coups de chaleur, par exemple, les sécheresses du sol qui vont favoriser le ruissellement. En termes de vagues de chaleur, on va avoir un impact aussi sur le bien-être du bétail qui va être mis à mal, avec une perte aussi de production, par exemple, de lait. En termes de précipitation, donc on a déjà vu le ruissellement, les risques d'inondation, de coulées de boue ou de pollution des cours d'eau qui sera augmenté. Tout ceci va aussi conduire à donc globalement une perte potentielle de rendement agricole. Et en rouge, ce que vous pouvez voir, ce sont les pratiques humaines justement qui vont participer à augmenter les impacts de ces aléas climatiques, tels que la monoculture intensive, les sols nus, l'absence de bocage, le drainage des zones humides qui va réduire les capacités d'infiltration et par exemple aussi le compactage des sols avec le passage des engins. Donc, face à cela, que faire? Comme cela a déjà été illustré par le film animé que l'on vient de voir, il va falloir trouver des compromis pour préserver les écosystèmes et leurs besoins, malgré des usages humains variés qu'on veut aussi conserver et malgré la diminution de cette ressource en eau. Et d'autre part, comme on voit en cadre en bleu, là, il va falloir aussi gérer ces épisodes de précipitations extrêmes pour en limiter les conséquences sur le- les sociétés et les populations. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que donc la biodiversité et le climat sont en fait interdépendants et en effet, ils impactent et dépendent tous deux des cycles de la matière et des échanges d'énergie. Et donc, agir sur l'un va pouvoir être bénéfique sur l'autre aussi. Donc, nous, potentiellement, on va se focaliser sur la biodiversité. Et donc, en tant que territoire TEN ou engagé dans un ABC, vous savez déjà qu'en parallèle de la crise du changement climatique, on connaît aussi une crise de perte de biodiversité provoquée par 5 causes majeures qui sont liées aux activités humaines. Donc, pour rappel, ce sont la destruction des habitats, la surexploitation des ressources, la pollution, les espèces envahissantes et donc enfin le changement climatique. Et toutes ces causes sont souvent liées et donc il est nécessaire de considérer ces problèmes de manière décloisonnée. Et donc, comme on l'a vu, il existe des actions à mettre en œuvre à la fois favorables à la biodiversité et à l'adaptation au changement climatique. Donc, les solutions fondées sur la nature, c'est le terme chapeau qui va les regrouper. Pour rappel, la définition de cette approche et de ce concept, ce sont des actions qui visent à protéger, restaurer ou gérer durablement des écosystèmes naturels ou modifiés pour relever directement le défi de l'adaptation au changement climatique avec comme objectif identifié d'assurer aussi le bien-être humain et un gain net en biodiversité. Pour rappel, donc, ces solutions sont des solutions vivantes qui vont se baser sur le bon fonctionnement des écosystèmes. Par exemple, le biomimétisme ne va pas être une solution fondée sur la nature et elles doivent aussi être compatibles avec l'atténuation du changement climatique, qui reste un enjeu majeur. Donc, ces solutions fondées sur la nature regroupent plein d'actions diverses, mais suivent une méthodologie commune, on va dire, et une réflexion commune et
qui vont être applicables, même si à chaque fois adaptés au contexte très spécifique, à une grande diversité de milieux. Et donc, en milieu agricole, voici des exemples d'actions qui relèvent des solutions fondées sur la nature. En fait, globalement, elles se superposent avec les pratiques agroécologiques, couplées à la réduction de produits phytosanitaires pour ce gain net de biodiversité. Ce sont des pratiques qui permettent la préservation des sols, donc par exemple la réduction, voire l'arrêt du labour, la mise en place d'un pâturage tournant, des actions qui vont être liées à la végétalisation avec le maintien d'un couvert végétal permanent, des actions qui vont préserver et qui vont augmenter le linéaire de haies ou la plantation d'arbres intraparcellaires. On a aussi la diversification des cultures qui va permettre aussi de répondre à la menace de maladies et de ravages des cultures, ou le maintien de bandes enherbées en bord de parcelles et le long des haies. Il y a aussi, comme on l'a vu et comme on va continuer à le voir par quelques exemples concrets, des actions de protection de cours d'eau, de zones humides, de riz piscifs pour favoriser l'infiltration dans le sol et le maintien des débits d'étiage. Hop, ah, ma petite flèche de transition ne veut plus fonctionner. Si, ça y est. Attendez, je suis passée de diapo. Ah, pardon. Ces actions, donc, en faisant le choix de la végétation spontanée, du végétal local, vont apporter des zones préservées qui vont permettre la nutrition, le repos, la reproduction de la faune et sont donc très favorables à la biodiversité. Et donc, l'enjeu va être pour le territoire, voilà, d'avoir une vision globale en termes de milieux donc agricoles, mais pas seulement. Ça peut aussi être des actions qui vont concerner des milieux mixtes en quelque sorte. Ça peut être urbain, périurbain, un peu à la lisière, à la frontière avec un milieu agricole, ou au contraire les milieux aquatiques qui sont évidemment entremêlés avec le milieu agricole. Donc, par exemple, ici, on a un projet mené en Aveyron, à Almont-les-Junies, donc, qui relie le milieu agricole et le milieu aquatique et humide. Les objectifs de ce projet étaient multiples, hein, soutenir les débits d'étiage, préserver les zones humides, augmenter la biodiversité, améliorer la qualité de l'eau, prévenir les inondations aussi et limiter les dégâts en aval et la préservation des sols. Pour résumer rapidement les actions principales mises en œuvre, il s'agissait de restauration donc, de zones humides, avec la création et la restauration de 2 mares, qui a permis la réapparition d'espèces patrimoniales, l'installation de ganivelles le long des cours d'eau pour protéger les berges du piétinement des troupeaux, et la plantation de 4,2 km de haies de manière stratégique pour la préservation des sols agricoles, en permettant notamment la réduction du ruissellement. Donc les photographies sont issues de ce site. Et pour continuer sur cette thématique de protection des cours d'eau, je vous donne un exemple qui est un peu similaire, mais à une échelle plus large, qui a été porté par des intercommunalités. Donc, après un diagnostic qui a été réalisé en 2018 par le parc de l'Aubrac, parc naturel de l'Aubrac, il a été mis en évidence une fragilité du bassin versant du Besse, peu urbanisé, mais avec une pérennisation de différentes problématiques qui participaient à la dégradation progressive du milieu. Et qui provoquait donc la dégradation de la qualité de l'eau, l'effondrement des berges, la mise en suspension de particules fines par l'abreuvement direct du bétail. Et il y a 4 communautés de communes qui ont donc porté le projet d'un programme pluriannuel d'action prenant en compte justement les projections climatiques pour préserver ces milieux à une plus large échelle. Et la maîtrise d'ouvrage a été déléguée au parc de l'Aubrac, avec de même la restauration de zones humides, de riz piscicole et la mise en défense de berges. Pour terminer cette introduction, je vous propose quelques pistes d'action pour aller un peu plus loin sur cette méthodologie, on va dire. Si vous voulez des pistes d'action, des argumentaires, des retours d'expérience, il y a une publication interactive en ligne spéciale pour les décideurs. Si vous souhaitez déployer des solutions fondées sur la nature dans les milieux qui composent votre territoire, il y a de même une publication interactive qui est plus orientée technique et qui fonctionne de la même manière, avec une approche par milieu, comme vous pouvez le voir sur l'illustration à droite.
En parallèle, un guide d'appropriation qui est un PDF qui va permettre de se glisser un peu dans la peau d'un porteur de projet qui se pose les bonnes questions pour mettre en œuvre un projet SFN. Et enfin, le dernier outil qui est très récent, c'est un outil en fait qui est basé sur ces 8 questions à se poser, les 8 critères, qui va être un outil de saisie plus technique collaboratif pour justement mettre en place le projet avec des exemples de réponses aux questions posées pour être un peu guidé sur la réflexion. Je vous remercie de votre écoute pour cette introduction et je vais laisser la parole au retour d'expérience des collectivités. Je reste à votre disposition si vous avez des questions. Vous pouvez me contacter par mail par la suite. Alors, pas tout de suite, Élise. On va d'abord passer à l'intervention de Manuel de la Foulouse du Ah, CVN désolée. Midi-Pyrénées. Ouais, Merci. Il y a peut-être, est-ce qu'il y a des choses dans le chat en réaction ou des mais je questions vois à pas cette ça. intervention? Et, donc, ça Oui, sera. il y a une intervention donc du CPIE du Haut-Languedoc euh, sur plutôt un témoignage hein, sur des financements qui avaient été mobilisés jusqu'en 2022 sur de la restauration de mares. Donc via avec un financement agence de l'eau donc via les anciens PCAE et donc moi, je vais remettre le replay du webinaire qui a été organisé par la RB Occitanie sur les financements. Je ne sais pas si vous trouverez des éléments de réponse là-dedans ou s'il y a des gens qui peuvent éventuellement apporter des éléments de réponse sur des financements pour de la restauration de mares dans le cadre dans des problématiques agricoles. Je ne sais pas si via le fonds vert, les mesures restauration des milieux via le fonds vert, si c'est envisageable. Mais en tout cas, je vous mets un ensemble d'éléments là dans le chat pour partiellement répondre à ce témoignage. Pour compléter ce que vient de dire Delphine, à l'issue de ce webinaire, on vous fera passer évidemment le support dans lequel il y a des liens vers tous les éléments de ressources. Et également, on pourra aussi compléter avec des ressources complémentaires en fonction des réactions que vous aurez eues au cours de ce webinaire pour vous apporter des éléments qui vous intéressent. Donc là, en l'occurrence, les financements, peut-être pour de la C'est ça. restauration, vous donner des éléments complémentaires là-dessus. Je propose de passer sans tarder la parole à Manuel de la Foulouse, qui va nous parler également de restauration écologique en milieu prairial. Merci Manuel. Merci. Bon, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis du Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées et je vais vous parler d'une des solutions qui a été abordée, et notamment sur les milieux, les prairies, pelouses. Alors, juste pour situer pourquoi on s'intéresse à ce type de milieu, donc les prairies sont des milieux à fort enjeu. Donc à l'échelle de l'Occitanie, ils hébergent une grande partie de notre biodiversité, la diversité végétale. Nombre de prairies sont des habitats d'intérêt communautaire et ils hébergent de la faune patrimoniale. Donc c'est des milieux qui sont soit en régression, soit en surface peu importante au niveau de l'Europe. Et donc il y a des enjeux de les préserver. Ils hébergent des espèces remarquables, notamment protégées. Alors j'ai mis quelques exemples, comme l'orchis à fleurs lâches, la jacinthe de Rome, ou l'azuré du serpolet en papillon en bas, ou le damier de la succise. Et c'est des milieux qui sont en régression depuis longtemps et depuis les années 80 notamment sur notre territoire. Et c'est des milieux qui sont multifonctionnels. Alors on retombe sur les notions assez systémiques qui ont été présentées juste avant. Mais alors d'une part, c'est des milieux qui sont clés dans des systèmes agricoles durables. Alors pour tout ce qui est approvisionnement en fourrage, donc c'était pas forcément présenté dans les solutions fondées sur la nature, mais enfin, je les ai pas vues en tout cas. Mais c'est vrai que alimenter des animaux à l'herbe, ça a un impact complètement différent que de produire des cultures qui seront servies à ces animaux, autant pour le cycle du carbone que pour la préservation des sols et des ressources hydriques.
mais c'est aussi des éléments clés des systèmes agricoles pour tout ce qui est auxiliaire de culture et donc accueil de la biodiversité sur toute l'année. Les prairies sont évidemment des milieux qui sont structurants des paysages d'Occitanie. C'est dur d'avoir une carte postale de nos milieux sans ces prairies, sans ces milieux ouverts. Et bon, ils ont un rôle essentiel pour la biodiversité et contribuent à des rôles de régulation, donc notamment du cycle du carbone, parce qu'ils permettent de stocker du carbone dans la biomasse, dans la végétation, mais également dans les sols. Et ils ont un rôle très important dans le cycle de l'eau, donc notamment en favorisant l'infiltration et le contrôle de l'érosion des sols. Mais ce sont aussi des milieux qui remplissent des usages divers dans des contextes pour les collectivités, et donc dans les milieux agricoles, mais aussi dans d'autres milieux, plus dans le cadre d'aménagement paysager par exemple, dans la gestion dans les espaces naturels sensibles. Il y a pas mal d'endroits aussi, donc dans les délaissés routiers, des noues, des zones de gestion des eaux pluviales, où on va pouvoir valoriser cette multifonctionnalité des prairies. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des milieux qui sont autonomes, et pérennes et économes en eau et en intrants. Donc ils n'ont pas besoin d'être réensemencés régulièrement, amendés, fertilisés. Il y a un mode de gestion qui est relativement ponctuel, annuel, donc peu coûteux en énergie et en moyens humains, et qui va permettre de maintenir ces milieux riches. Et ils constituent des îlots de biodiversité et des stocks de graines. Et donc, en fait, plus on a des prairies riches et diversifiées, plus on va avoir ce potentiel grainier présent dans le territoire. Et donc, on va améliorer la restauration d'autres systèmes par la suite. J'y reviendrai. C'est complexe de parler d'un milieu des prairies, vu la diversité de sols, de climats et de micro-régions qu'on peut avoir en Occitanie, mais à chaque milieu, sa prairie quelque part. Donc en gros, en fonction des éléments là que j'ai mis dans les pastilles bleues, donc en fonction du climat local, du mode de gestion, donc si c'est par de la fauche, du broyage, si c'est pâturé, de la fréquence de fauche par exemple, en fonction du type de sol, du régime hydrique, de l'exposition de la pente et dans une certaine mesure de la matrice paysagère dans laquelle s'insère la prairie, on est capable de déterminer pratiquement quelle est la prairie naturelle qui va se retrouver dans ces conditions. Et donc on parle dans certains milieux plutôt de pelouse, de formation pelousaire que de prairie, quand c'est notamment sur sol pauvre et milieu sec. Chaque prairie va avoir ses atouts. Donc là, je prends deux exemples qui sont très proches, on va dire, des infrastructures et dont la gestion est très liée aux usages et aux infrastructures, donc dans l'emprise d'un collège et en bord de route. Et ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que une prairie, sa tendance naturelle, elle va être de se diversifier. Si elle est bien gérée et qu'elle est gérée de façon stable dans le temps, même si on sème peu d'espèces à l'origine, donc comme sur la photo de gauche, eh bien, spontanément, naturellement, on va avoir une diversification des espèces et donc une diversification des fonctionnalités écosystémiques. On a aussi de nombreuses espèces qui vont constituer on appelle ça des redondances de traits fonctionnels, donc des espèces qui vont remplir plus ou moins les mêmes fonctions. Et ça, c'est très intéressant, ça confère de la résilience au milieu. Et donc, c'est quelque chose qui est très important quand on parle d'adaptation au changement climatique. Donc, voilà, sécheresse, excès d'eau, présence de ravageurs. Plus on a d'espèces qui remplissent les mêmes missions, les mêmes fonctions, plus le milieu va être stable et moins il va être vulnérable. Et là, je ne vais pas rentrer dans le détail de la restauration écologique, mais l'idée, c'est de se dire, pour implanter ou pour gérer une prairie, on peut avoir une optique, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais complètement à droite, de rétablissement complet d'un écosystème et rentrer dans une dynamique de restauration écologique. Mais on peut aussi l'implanter dans des milieux qui sont beaucoup plus gérés, où on ne va pas aller
a une composante de naturalité très importante. Et ça reste intéressant d'avoir cette notion de démarche de restauration écologique. Et en gros, la démarche, c'est on part d'un écosystème qu'on va considérer dégradé, ou en tout cas qui ne présente pas le milieu fonctionnel tel qu'on l'attend, et on va aller vers un écosystème cible qui va être le plus proche possible de la prairie naturelle qu'on s'attend à voir à cet endroit-là. Alors la dégradation, c'est quelque chose d'un peu abstrait. De façon très concrète, ça peut être en contexte agricole une destruction de la végétation par du surpiétinement, par un changement d'usage, suite à une culture, si on veut mettre de la prairie par exemple. Ça peut être aussi des zones qui se sont fermées, donc qui se sont embroussaillées, qui partent tranquillement vers la forêt et qu'on va vouloir faire revenir vers des milieux plutôt ouverts. Ça peut être la destruction plus sévère de milieux, donc liée à l'érosion, donc soit en bord de cours d'eau, soit en culture, soit liée à des glissements de terrain. Ça peut être dans le cadre d'aménagement en Haute-Garonne, de l'aménagement en montagne également, avec des modifications importantes du sol, et dans des contextes de renaturation de sites industriels ou de désartificialisation, désimperméabilisation. Donc là, on part de très loin pour reconstituer un écosystème, mais on sait faire aujourd'hui réimplanter des prairies suite à ces cas de figure. Hop. Ah oui, et le dernier cas, c'est et c'est peut-être sujet assez problématique. Donc, parmi les causes qui atteignent la biodiversité, il y a tout ce qui est plantes exotiques envahissantes, espèces exotiques envahissantes. Et dans le cadre de la gestion des foyers de ces espèces, il est souvent intéressant de coupler la gestion d'une espèce avec l'implantation d'un milieu stable, résilient, qui ne va pas être perméable à, ces espèces-là. Donc, du coup, la solution d'implanter de la prairie, c'est intéressant dans certains cas, suivant les espèces, suivant les contextes. Donc voilà, on sait à peu près d'où on peut partir, on sait à peu près où on veut arriver. Et alors après, comment faire pour implanter et gérer une prairie? Les questions qu'on se pose, je ne vais bien sûr pas y répondre dans les quelques minutes qu'on a là, c'est l'intervention est-elle nécessaire pour accompagner la transition du milieu actuel vers la prairie? Lorsqu'elle l'est, comment la dimensionner? Est-ce qu'il faut travailler le sol? Est-ce qu'il faut semer? Est-ce qu'il faut semer toutes les espèces? Comment faire ces choix techniques pertinents et comment suivre le résultat de nos actions? Naturellement, un milieu sous nos latitudes, s'il est géré par de la fauche ou du pâturage, il va aller vers de la prairie. Mais des fois, la recolonisation spontanée des espèces, elle peut prendre 10, 15, 20 ans avant de retomber sur de la prairie. Donc nous, et puis des fois, on a des enjeux qui sont paysagers, des enjeux qui sont fourragers, on a des animaux, on a un sol à maintenir. Donc on a des enjeux qui vont nous dire, on n'a pas le temps d'attendre 5-10 ans pour avoir de la prairie. Et donc, c'est là où on va se poser la question de comment on intervient pour que dans les premières années, on arrive rapidement à implanter un couvert qui va aller vers la prairie permanente et diversifiée que j'ai présenté un peu en avant. Donc les techniques et les ressources, on a des guides qui sont disponibles, les ressources seront partagées à la fin de ce webinaire. Ça commence toujours par des éléments de conception paysagère ou si c'est dans un cadre agricole, de l'inclure dans une rotation et dans un système d'exploitation plus large. D'anticiper les modes de gestion, donc les dates d'intervention, le machinisme nécessaire, les moyens humains et techniques, on va dire. Ensuite, si c'est nécessaire, envisager un semis et faire les bons choix d'espèces. Et ensuite, voilà, dès qu'on rentre dans un projet comme ça, c'est important d'avoir des éléments de suivi. Alors, il n'y a pas besoin d'être botaniste pour suivre une mise en culture de prairie, mais c'est important de savoir pour savoir est-ce que ça va dans le bon sens ou est-ce que ça ne va pas dans le bon sens. Et assez souvent, suivant les usagers du site, c'est important de l'accompagner par de la communication et de la valorisation de la démarche. Et donc, les techniques qu'on peut utiliser, il y a notamment une filière aujourd'hui structurée autour de la marque végétale locale qui valorise les végétaux sauvages d'origine locale.
donc qui ont toute cette biodiversité, cette diversité génétique qui leur permet de l'adaptation et qui permet de se ressemer et qui justement confère l'autonomie et la résilience au milieu. Et puis après, une fois qu'on a les prairies, ça contribue à l'autonomie en ressources semencières. Donc on peut récolter de nouveau nos prairies, ou ces prairies vont permettre de cicatriser les milieux alentours. Et pour la mise en œuvre assez concrète, je prends 3 exemples de collectivités ici. Donc ça peut être soit d'inclure le végétal sauvage et local dans les marchés de fourniture, ou pour des agriculteurs par exemple, d'aller chercher. Donc en termes de collectivité, les Pyrénées-Atlantiques ont fait ça. Donc ils ont en gros acheté des semences et après, dans les divers projets qu'ils ont pu mener sur la montagne, ils étaient déjà propriétaires de la semence en propre. Ou sinon, de l'inclure dans les marchés de services, donc dans les cahiers des charges des différents projets. Et l'autre option, c'est de construire son autonomie, enfin l'autonomie de la collectivité vis-à-vis de la ressource en semences pour pouvoir implanter et gérer ces prairies. Et donc là, récemment, le conseil départemental de la Haute-Loire, par exemple, a lancé un marché. Donc du coup, ils récoltent sur leur site des semences locales et cette ressource en semences, ils vont le réutiliser dans leur propre projet. Donc du coup, c'est un système assez vertueux et en circuit fermé. Ce qui est important aussi de dire, c'est que dès qu'on se fournit en végétal local, en fait, dans le cycle de vie des semences, on garantit aussi la présence de prairies. Donc en fait, on, on valorise et préserve des prairies sur les 2 volets. Et puis il y a la ville de Nîmes et il y a d'autres villes en France qui sont elles-mêmes porteuses de la marque végétale locale parce que du coup, elles intègrent cette dynamique-là dans leur gestion de l'exploitation, enfin de la production de végétaux pour la collectivité. Voilà. Et donc, du coup, pour toutes ces démarches, les correspondants locaux de la marque végétale locale peuvent vous accompagner. N'hésitez pas à les contacter, vous trouvez leurs coordonnées sur le site. Et voilà, j'en ai terminé, juste, je voulais le mentionner, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Voilà, quand on lance une dynamique comme ça, c'est important de pouvoir fixer des objectifs et de savoir les suivre pour savoir est-ce que mon implantation fonctionne. Et donc voilà, si les interventions, c'était au début de la trajectoire du milieu, les objectifs, on les fixe à mi-parcours. Et donc, on a des outils qu'on vous propose et qui seront dans les ressources pour, pour suivre ces projets de restauration écologique qui traitent de la prairie ou non, mais c'est sur la prairie qu'on est le, le plus focalisé techniquement. Voilà. J'ai pas trop la notion du temps. Alors, on J'espère avait que 5 petites minutes de retard au début qu'on a conservé, donc c'est très bien. On va rester là-dessus, c'est pas bien grave, hein, on n'est pas trop en retard. Merci beaucoup Manuel pour cette intervention très intéressante, à la fois illustrée et puis avec voilà, des éléments méthodologiques et puis des ressources hein, qui vous seront fournies. C'est vrai que bah, là, même parmi nous, on a Escalquin, je sais qu'il a fait appel aussi à vos services, pas forcément sur des espaces agricoles, mais sur la plantation de végétaux locaux le long d'infrastructures routières. Il y a tout un tas d'usages hein, en plus des prairies et des milieux agricoles que tu as évoqués. Donc, c'est vrai que c'est intéressant de toute façon d'avoir toutes ces ressources. Y a-t-il des questions parmi vous? Pas plus de questions. N'hésitez pas dans le chat, même au fur et à mesure, à les poser. C'était très clair. Et puis, tu parlais justement là de semences nature. Mais aussi de plantation de végétaux locaux. Et donc, on va passer peut-être du coup au retour d'expérience pour pouvoir voir ben, comment ça a été utilisé dans des territoires et notamment les territoires engagés pour la nature. Et je vous propose Monsieur Fabre, donc élu à Belberot, de prendre la parole du coup pour nous faire part de votre retour d'expérience. Ok, bah, écoutez, je vous remercie. Dans un premier temps, il me faut vous présenter Belboro. Donc, si vous pouvez passer là, voilà. Enfin, le projet, mon sujet, ça va être de parler de la collaboration que nous avons entreprise avec 2 agriculteurs du village pour installer des jachères et des bandes enherbées fleuries. Donc, présentation de Belboro. Belboro est un village qui se situe dans la banlieue sud-est de Toulouse.
Donc, c'est dans la vallée de l'Er. On a bien sûr une partie vallonnée qui est portée par ce village, quoi. Nous avons 1600 habitants. Aujourd'hui, nous sommes bien sûr en croissance, hein, comme dans cette zone-là. On peut se considérer comme étant à la frontière de la ville, puisque on se partage entre ville et campagne. Avant, Belboro était fait de hameaux clairsemés, et aujourd'hui, ben, ces espaces libres ont tendance à se combler par l'emplacement de lotissements. Mais nous gardons quand même un caractère rural, puisque 75% de la surface du village, donc des 745 hectares qu'il comporte, est cultivée par quatre exploitations, trois céréalières et une qui est faite de prairies. Pour être complet, en fait, nous avons également deux maraîchers installés sur notre commune, mais en termes de superficie, ils pèsent pas beaucoup, comme vous pouvez vous en douter. Donc là, sur la diapo suivante, je vais vous présenter un peu la démarche de la commune. Donc sur ce mandat-là, nous avons voulu avoir des actions sur la biodiversité. Donc dans un premier temps, nous avons été lauréats en 2022 d'un premier programme TEN, suivi d'un renouvellement en 2025. Et entre-temps, en 2024, nous avons pu obtenir un atlas de biodiversité intercommunal, puisqu'il est porté par le SICOVAL, qui est notre communauté de communes, et il est partagé avec deux autres communes de la communauté, qui est Péchabou et Escalquens. Et donc, l'action que je vais vous présenter rentre dans le cadre donc, de ce deuxième thème et de cet atlas de la biodiversité. Et donc, ça traite de la collaboration donc, que l'on a entrepris avec deux agriculteurs du village. Pour être, je pense, un peu plus compréhensif, il me faut vous présenter la genèse de ces projets-là. Dans un premier temps, en 2022, donc lors du programme TEN, nous avons eu comme mission, comme action, comme projet de planter des haies dans le village. Et fait d'arbres et d'arbustes. Aujourd'hui, nous sommes à 1500 mètres, ou plutôt 1500 arbres et arbustes de plantés dans la commune. Mais ceci n'a pu être fait que uniquement sur des espaces communaux, principalement donc les chemins communaux et également sur des terrains un peu plus larges. Quand on a voulu collaborer avec les privés, qu'ils soient aussi bien agriculteurs que tout simplement privés, non professionnels, on a buté sur un problème et un refus de leur part pour essentiellement la même raison qui est celle de l'entretien. Toutes ces personnes-là n'ont pas voulu rentrer dans ils ont considéré qu'il fallait entretenir la haie et non pas la rendre exubérante, mais deux, l'entretenir, et là, ils ne voulaient pas que ce soit à leur charge. Donc le refus a été clair et net de la part de tous les agriculteurs, des quatre agriculteurs que nous avions contactés, mais également de privés qui nous semblait intéressant de travailler avec eux pour assurer une continuité de ces corridors écologiques. Lors du second projet TEN et de la tasse de biodiversité, on a mis en place des actions en faveur des pollinisateurs. Alors, on ne s'est pas contenté de faire des jachères et des bandes en herbe fleuries. On a lancé des actions de lutte contre les frelons asiatiques par l'installation de pièges qui étaient élaborés soit lors d'ateliers bricoles avec les Belborotains, ou soit avec l'école. Et nous avons ainsi une trentaine même plus, une quarantaine même de pièges installés dans le village, et on a installé comme ça un maillage de façon à couvrir l'essentiel du village. On a également réalisé avec les enfants de l'école des nichoirs pour abeilles sauvages qui nous permettent donc d'abriter ces abeilles, mais également de pouvoir faire un suivi d'inventaire. Et puis, on a également fabriqué avec les enfants des maisons à abeilles sauvages qui ont plus une vocation pédagogique, puisque ben, on utilise des tubes en plexiglas transparents qui permettent comme ça de pouvoir suivre l'évolution des abeilles. Et enfin, qui est le cœur de la présentation normalement, c'est la création de jachères et de bandes en herbe fleuries. Alors, pour cela, nous avons donc collaboré avec c'est la diapo suivante, s'il vous plaît, deux agriculteurs, les deux autres ayant décliné notre proposition. Ce sont deux agriculteurs nouvelle génération, je dirais, et ce sont deux céréaliers.
L'agriculteur qui cultive des prairies à but de fourrage n'a pas souhaité rentrer dans cette logique-là. Puis l'autre a tout simplement refusé. Donc, qu'est-ce qui nous a fait convaincre ces agriculteurs de collaborer avec nous? Bon, d'abord, on leur a dit, vous avez refusé une première fois pour problème d'entretien. Il n'a plus lieu là pour des prairies. Et puis, on utilise des zones qui sont déjà figées, je dirais, puisque ce sont des bandes enherbées et des jachères qui doivent laisser à l'état sauvage. Ce que nous leur avons proposé, c'est-à-dire d'ensemencer avec des espèces fleuries, rentrer dans la logique de la PAC, là aussi ils en étaient soucieux. Et puis surtout, l'argument que l'on a fait valoir, c'est de dire, ben, on va vous permettre de communiquer de façon positive sur vos activités. Les agriculteurs sont fatigués ils sont même, je dirais, usés de l'agriculture bashing. Les Belgorodiens, comme d'autres citoyens, les interpellent hein, sur le fait qu'ils sont des pollueurs, ainsi de suite. Donc, ils ont été sensibles et je pense que ça a été l'argument déterminant de leur dire, écoutez, ça ne va pas vous coûter grand-chose et en plus, on va communiquer, nous, municipalité, de façon positive sur vos actions, communiquer dans les médias locaux, hein, que sont le journal local, mais également auprès des réseaux sociaux que l'on a, nous, au sein de la mairie, et du site Internet, et puis par voie d'affichage. Donc, on a dressé une convention entre ces agriculteurs et nous, et une convention définissant les prérogatives, mais également les engagements des uns et des autres. Donc, la commune, nous fournissons gratuitement les semences et nous sommes fournis auprès de Semences Nature, donc la société qui a été mentionnée précédemment et qui se situe à Bagnères de Bigorre, avec des essences sur les 14 espèces qui ont été ensemencées. Il y en a, la majorité même sont d'origine sauvage. Les autres sont adaptés au local, mais d'origine commerciale. Ce qui a permis, pour être transparent, d'abaisser quand même le coût conséquent du 100% sauvage qui était pour nous, petite commune, rédhibitoire. Donc, nous, communes, nous fournissons la semence et nous sommes engagés également à communiquer, comme je le disais précédemment. L'agriculteur, il s'engage à préparer le terrain, à le semer, et il s'engage également à faire une fauche tardive de ces cultures. Alors, qu'est-ce qu'on entend par fauche tardive? C'est-à-dire fauche soit en automne ou après que toutes les fleurs, toutes les plantes soient montées en graines, de façon à pouvoir assurer un re-ensemencement des parcelles précédemment ensemencées. Semences Nature nous a assuré que ces semences étaient, enfin, ce renouvellement pouvait se faire pendant 5 ans. C'est pour ça qu'on a dressé une durée de la convention à 5 ans ou au déclin de la culture mise en place, ce qu'on n'espère pas, hein, bien entendu, ni les uns et les autres. Donc voilà. Donc voilà, et ceci a été donc signé, une convention signée par les uns et par les autres. Et aujourd'hui, nous avons en 2025, au printemps 2025, on a comme ça, un agriculteur a pu semer 1,5 hectare de jachère et de bandes enherbées fleuries. Pour ce qui est du deuxième agriculteur, il fera son premier semis en automne et il a préféré avoir à faire un premier test, un premier essai, puis ensuite il s'engage si ça marche et si ça ne coûte pas trop, je dirais, parce qu'ils sont quand même très soucieux de cela, à semer 4 hectares et demi au cœur du village, donc de ces jachères. Ce que je n'ai pas souligné, c'est l'intérêt quand même auprès des pollinisateurs. C'était ça quand même notre objectif, hein. Les autres intérêts écologiques, ils ont été largement développés par le précédent conférencier, j'y reviendrai pas, mais faire des bandes enherbées fleuries, donc diversifiées dans les essences, est bénéfique hein, pour les pollinisateurs. Ça a été prouvé scientifiquement en termes de santé, ils s'y retrouvent mieux. Ils ont une espérance de vie qui est beaucoup plus longue et même il a été prouvé qu'au niveau de leur probiotiques, ils ont une diversité probiotique au niveau intestinal qui est plus importante que quand ils se nourrissent avec une monoculture, comme ils pourraient le faire bien sûr par un champ de tournesol, quoi. Donc ça, en termes de santé au niveau des pollinisateurs, c'est bénéfique et donc ça nous intéressait également au-delà
des intérêts écologiques qui ont été soulignés précédemment. Voilà, je vous remercie. Super, merci beaucoup. C'est vraiment intéressant comme retour Ouais. d'expérience avec Et effectivement... une Oui, chose que allez-y, je n'ai pas compléter. soulignée et qui est importante, excusez-moi, c'est que ça a été facile hein, de discuter avec les agriculteurs et ça s'est fait très simplement et très facilement. On n'a pas eu à guerroyer pour pouvoir imposer. On n'était pas dans cette logique-là non plus. Hein, on était plutôt dans la recherche de la collaboration. Mais ce que je voudrais souligner, c'est que cette collaboration était vraiment facile à mettre en place. Voilà, voilà, Donc c'est tout. c'est pour encourager tous les membres de la communauté TNABC Effectivement. à s'engager dans ce genre d'action. Et puis c'est vraiment intéressant de voir aussi la valorisation après des agriculteurs auprès de la population. Peut-être avez-vous eu des retours à la fois de leur part, peut-être déjà, je ne sais pas, ou de la part peut-être de citoyens du village Non, sur ce projet? alors sur le fond, pour avoir discuté avec les uns et les autres, les gens sont plutôt contents, sont plutôt heureux. Certains pour le côté esthétique qu'on va apporter au village, et d'autres pour l'aspect biodiversité. Le retour, ça c'est plutôt sur le principe, parce que malheureusement, les plantes sont en train de pousser, et donc on n'a pas encore, les belvérotaines n'ont pas pu juger pleinement ben, du résultat. Donc, il est un peu trop tôt pour pouvoir faire un retour complet, quoi. Vous nous donnerez des nouvelles et vous ferez des jolies Ouais, avec photos grand l'année plaisir. prochaine. Avec grand plaisir. Juste un petit point, puisque je sais que vous me l'aviez précisé, peut-être sur 6 hectares, donner une indication du coût de semences. Est-ce que vous l'avez en tête ou Mais c'est de l'ordre de 500 euros par hectare. D'accord. Pour être complet, si on avait voulu être à 100% sauvage, ça s'est levé à 1800 euros. Et donc, Par nous, ça hectare nous aussi. paraissait, c'était excessif pour notre commune. C'est pour ça qu'on a fait une majorité en termes de diversité de plantes sauvages. Par contre, en termes de quantitatif, ce n'est pas le cas. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que les graines qui sont semées sont des graines quand même qui poussent naturellement chez nous, même si elles sont d'origine commerciale. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat, Delphine, pour Oui, compléter? alors il y a plusieurs questions dans le chat. La première, y a-t-il eu des financements pour la fourniture des semences? Euh, Alors, oui, je peux répondre oui, puisque oui. ça entre dans la BIC. Et donc, ce projet rentre également dans la BIC. On a donc eu un financement de la part donc, de l'OFB, oui, pas de l'OFB, de l'ONF, de l'OFB sur ce type d'action. Et la deuxième question, c'était, oui, donc les participants, certains participants seraient preneurs. Alors, je ne sais pas si vous pourrez nous la diffuser, d'avoir un exemple de convention entre la mairie et les Oui, agriculteurs. Je ne sais pas si je vous ça la ferai peut être, passer, on bien peut entendu. l'anonymiser, éventuellement la transmettre si vous pouvez la faire passer à moi ou à Cécile. Et puis, Effectivement, on pourra, voilà, si vous êtes d'accord, la partager oui, bien avec les sûr, participants. oui, bien sûr. Je vous la Merci. ferai passer. Et alors attendez, est-ce que cette opération de plantation est unique ou il y a d'autres cas? Et après, je te laisse la parole, Manuel. Euh, Je ne peux pas vous répondre pour ce qui me concerne. Je ne sais pas. J'espère que non, mais je ne sais pas si enfin, je ne peux pas vous répondre. Mais peut-être que Manuel aura des éléments de réponse en plus de sa Ouais. question. oui, voilà, c'est ce que j'ai. Manuel, vas-y, tu peux. Pardon. Alors, qu'il y ait d'autres cas, il y en a ponctuellement. Alors, dans cette démarche TEN, je ne saurais pas dire. Je sais que il y a des conseils départementaux qui font ce travail de partenariat avec des agriculteurs pour de l'implantation de couverts fleuris, de bandes avec du végétal local. Moi, je voulais juste réagir, rebondir sur deux éléments. Alors, on a parlé de semences nature, mais en fait, au sein de la filière, il y a aussi d'autres fournisseurs. Et donc voilà. Et après, par rapport à l'investissement et par rapport, c'est juste pour remettre en lien des infos qui ont déjà été dites, c'est que la grande différence, c'est que ces espèces, comme elles sont sauvages et locales, aujourd'hui, c'est un seul investissement. C'est comme un arbre.
c'est logique, un arbre, on le plante une fois, on sait qu'il est là pour 20 ans. Ces semences-là, même si elles sont annuelles et qu'elles sèchent tous les ans, si elles sont bien gérées, elles sont dans la banque de graines du sol et elles sont là. La végétation ne va pas péricliter, à contrario de si on met des cosmos ou si on met des espèces qui ne sont pas d'ici. Donc c'est vraiment un investissement à penser sur le long terme et donc c'est des fois complexe de comparer un mélange jachère fleurie qu'on peut trouver avec des espèces du commerce et le fait d'être dans une démarche, une dynamique de restaurer des populations de plantes sauvages et locales. Et donc c'est pour ça que je salue vraiment cette initiative. Et ces plantes-là peuvent éventuellement rentrer un peu dans les parcelles de céréales à paille, ce qui ne cause pas un problème sur les rendements et qui est leur niche écologique spontanée. Donc en fait, c'est vraiment très intéressant ce type d'initiative parce qu'on redynamise des populations d'espèces qui sont menacées, certaines protégées, et en tout cas en très forte régression sur notre territoire. Merci beaucoup, Manuel. Du coup, Cécile, je peux préciser un peu la question là. En fait, parmi les participants, certains s'interrogeaient si dans les collectivités engagées, dans le territoire engagé pour la nature, il y avait d'autres exemples de ce type-là avec des pratiques un peu similaires. Voilà. La question a été précisée. D'accord. Alors, j'ai pas d'exemple exactement similaire. En revanche, je citais tout à l'heure effectivement des plantations de jachères fleuries comme celle-là, mais en milieu agricole, le lien avec les agriculteurs, la valorisation ensuite de cette action des agriculteurs auprès des habitants. Dans les engagements TEN, il n'y en a pas d'autres. Peut-être que dans les actions des collectivités qui sont TEN, mais qui ne figurent pas dans les engagements et donc qui peut-être ne figure pas sur le scope d'analyse de l'ARB, il y en a d'autres. Et on pourra essayer d'en faire remonter si jamais, parce que c'est vrai que c'est intéressant si ça peut en inspirer. Effectivement, ça peut être quelque chose de très bien. J'avais tout à l'heure en tête Elne, avec qui on a pu discuter récemment et qui se trouve dans les Pyrénées-Orientales, qui a imposé pour la désimperméabilisation et revégétalisation de certains espaces, notamment auprès de parkings, la plantation comme ça de végétaux locaux, c'est quelque chose qui est rentré dans le marché public. Donc c'est ce type d'action, on les a en lien avec les agriculteurs comme ça et comme l'a fait Bellebureau, on n'a pas précisément d'autres expériences similaires. Donc on salue bien cette initiative qui est vraiment très intéressante. Alors, dans le chat, il y a deux autres précisions. C'est vrai qu'il y a des collectivités qui, comme l'a dit Cécile, hein, pratiquent le réensemencement avec des semences locales, notamment dans les cimetières. Là, il y a un témoignage de la commune de Pêchabou. Il y a beaucoup de collectivités qui, voilà, qui pratiquent cela. Il y avait une dernière question donc pour Belberot, c'est la question de l'implantation de cette jachère, est-ce qu'elle se substituait à une culture? Non, elle était déjà en jachère. Ah, Ce qu'on a voilà. apporté, oui, ce qu'on a apporté, ça a été la diversité en termes de fleurs. Et donc, ouais, la plante était, les jachères étaient déjà en place, comme les bandes enherbées également. Et peut-être une dernière question. Est-ce que vous pouvez préciser la durée de vie de la prairie semée? Vous avez évoqué 5 ans. Oui. Pourquoi, enfin, voilà, pourquoi 5 ans? Pourquoi 5 ans? Parce que quand on a posé la question à notre fournisseur, il nous a garanti 5 ans. Voilà. Donc, est-ce que ça peut aller plus loin? On l'espère, comme a pu le dire Manuel, Hum, mais aujourd'hui, je n'ai pas ce retour d'expérience pour le dire. Donc, je ne peux avancer que hum. que nous dire le fournisseur. Ok. Merci beaucoup. Manuel a rajouté une ressource également sur l'implantation de ce type de couvert. Euh, je pense qu'on a fait le tour, Cécile, des questions dans le chat. Merci. Du coup, je vous Merci. propose de passer, merci Monsieur Fabre, Merci à beaucoup. l'intervention suivante, donc de Mélanie Le Goulven de la communauté de communes Astara-Carros en Gascogne. Alors, j'ai sous les yeux votre diaporama à partir du projet maillage. Souhaitez-vous que je le partage aussi de la même manière? Oui. Ok, il n'y a pas de Oui, souci. bonjour, s'il vous plaît. Après, du coup, c'était pour une présentation un peu plus longue, donc on peut démarrer
voilà, la diapo 14 est encore passée assez vite. Donc bonjour, moi je suis la responsable du pôle développement et aménagement territorial à la communauté de communes Astarac-Carros en Gascogne, qui est un territoire au sud du Gers, une communauté des communes agricoles, 7500 habitants pour 37 communes. On a des actions autour de la partie biodiversité assez ancienne, puisque depuis 2017-2018, on travaillait sur ces sujets-là, notamment avec un atlas de la biodiversité intercommunale qui a connu deux phases et une candidature du coup au label TEN dès 2020 ou 2021. Pardon, je n'ai pas retenu la date et avec un renouvellement pour lequel qui se termine cette année. Donc on a travaillé sur plusieurs sujets, les haies, mais aussi beaucoup d'animations citoyennes, de sensibilisation et d'information en parallèle de la création de notre atlas de la biodiversité et des différentes phases d'inventaire, l'élaboration d'une charte forestière territoriale avec des territoires voisins et voilà, bon, différentes choses. L'un des programmes que nous avions sur la dernière phase, c'est donc ce programme maillage. Vous pouvez l'avancer, Madame Bédel, qui pour nous a été positionné donc sur la préservation des pollinisateurs avec différentes phases, mais aujourd'hui je vais vous parler essentiellement de la partie agricole, même si le PowerPoint présente plusieurs choses. Au sein de mon service, il y a une chargée de mission environnement, agriculture, qui travaille sur les compétences GEMAPI. Et on a beaucoup travaillé pendant des années sur la question des couverts végétaux, sur le changement des pratiques agricoles liées aux problématiques d'érosion des sols qui sont importantes dans le Gers. Et par expérience, on s'est rendu compte que c'était en tant que communauté de communes, pas toujours aisé de pouvoir travailler avec le monde agricole au sens large. Contrairement aux témoignages d'avant où c'était une commune qui avait un lien direct avec les agriculteurs, deux, trois agriculteurs du village, où ce lien pouvait se faire et ce dialogue pouvait se faire. Nous, en tant que PCI, il y a 400 exploitations, j'ai pas de lien direct avec chacun d'eux. Donc quand on lance un programme, ben, on s'appuie aussi sur la part de volontariat du monde agricole et on ne change pas le monde, mais on travaille avec ceux qui ont envie à un moment donné d'essayer de nouvelles choses et de les accompagner dans ce changement. Il faut placer le curseur voilà, à un niveau un tout petit peu différent. Donc ce programme, c'est une rencontre avec deux structures qui sont présentées au début du PowerPoint, mais peut-être qu'il y aura un partage avec les participants, qui est l'Association française d'agroforesterie. Et puis l'association Arpiculture qui elle a un programme assez important de sensibilisation auprès des écoles, des citoyens sur la question environnementale au sens large. Ce programme, il l'avait créé, on l'a pas inventé, il l'avait imaginé pour les collectivités. On a été le premier territoire sur lequel ça s'est expérimenté, donc avec un constat autour de la question des bienfaits de l'agroforesterie et des pollinisateurs. Je vais pas forcément les rappeler, je sais pas, j'ai peur de pas avoir le temps, donc on va avancer les diapos pour pouvoir aller sur le programme. Je vais pas forcément non plus présenter cette diapo-là. Voilà, je vais peut-être aller sur le programme volet 1, volet 2. Donc un volet autour du monde agricole, un volet 2 de sensibilisation, de mobilisation des citoyens. Il y avait même deux ou trois autres volets puisqu'il y a eu un gros travail sur la partie citoyen, un gros travail avec les collectivités et les agents communaux qui sont passés par de la formation, de la sensibilisation pour faire de la gestion de leurs espaces verts différenciés, entre autres, et puis de la restauration du milieu. Sur le volet agriculteur, on a tout d'abord commencé par un souhait d'avoir des binômes agriculteurs-apiculteurs. Donc on a mobilisé, voilà, on a invité de manière très large ces deux mondes à se rencontrer avec des rencontres qu'on a gérées sur des réunions, mais aussi en dehors. On a eu plus de succès sur le monde apicole dans les présences de ces réunions que sur le monde agricole au début, donc beaucoup plus d'apiculteurs que d'agriculteurs. Donc la question de binôme, c'est pas forcément fait pour tout le monde. Et donc c'était permettre à des apiculteurs de pouvoir aller installer des ruches à différents endroits et sensibiliser les agriculteurs aussi à
à tous les bienfaits en termes de production et pas que, de pouvoir respecter la présence des pollinisateurs au sein de leurs espaces de culture. On peut peut-être avancer. Alors bon, celle-ci, je saurais moins la présenter. Pardon, c'était une présentation qu'Arpiculture et la FAF portaient. Et comme c'est eux les porteurs de projets, je suis moins spécialiste de certains sujets. Donc sur ce volet 1, comme je vous disais, des temps d'animation et de rencontres, des journées thématiques de formation, de sensibilisation. J'aurai des photos après, donc des rendez-vous dans les exploitations, mais aussi de l'accompagnement individuel des fermes qui le souhaitaient. Donc là, la FAF a fait un gros travail dans les exploitations où elle se rendait pour faire un inventaire des pratiques des exploitants, de la position des parcelles, de comment les arbres pouvaient être positionnés, puisqu'on était beaucoup sur la question de l'agroforesterie aussi. Donc un diagnostic fin et des préconisations pour chacune des exploitations pour l'amélioration de l'accueil des pollinisateurs sur l'exploitation. Donc là, c'était vraiment du travail individuel qui était financé dans le cadre du programme. Et puis derrière, on avait donc des fermes pilotes qui sont allées plus loin, avec qui on a accompagné la mise en place de différentes pratiques. En parallèle, comme je vous le disais, on a travaillé avec les agents, avec des défis pollinisateurs pour les citoyens, et puis on a eu des journées communes aussi pour ces deux volets, grand public et agriculteurs, où on a pu les faire se rencontrer sur, entre autres, un ciné-débat et des visites d'exploitation. Donc après, je dois avoir peut-être voilà, une cartographie, je vous l'avais pas présentée au début, donc de notre territoire. 27 alors nous, on a 37 communes, mais on a 27 communes qui ont été touchées. Alors c'est notamment sur le volet de formation des gestionnaires d'espaces verts. Alors là, il y a marqué 10 fermes pilotes, alors qu'en fait, on a fait 17 visites. Dans les grands moments de rencontre et de travail, on a pu toucher un nombre d'apiculteurs et d'agriculteurs plus important, avec, comme je vous le disais, une majorité d'apiculteurs. Euh, et, et après, les projets d'aménagement communaux, c'est sur le volet 2. Vous voyez apparaître, alors c'est peut-être un peu petit sur la présentation. Je crois que j'ai une autre carte avec la présentation des agriculteurs qui ont été alors ce sera un peu après. Donc là, c'est des exemples de travail qui ont pu être faits et des chantiers de plantation. Donc quand on était sur la partie ferme pilote, de souvenirs, je ne pense pas qu'il y ait eu un volet bandane herbée fleurie. On était quand même beaucoup plus sur la question de l'arbre et de la revalorisation des arbres individuels et de la plantation de haies. Donc il y a des plans de gestion, un peu comme sur un plan de gestion forestier, qui ont été faits pour chacune des exploitants. Et puis des propositions des fois de cultures intermédiaires. Ou je pense que l'espace fleuri a dû être proposé, ça m'étonnerait puisque ça l'a été proposé pour les communes, mais c'est vrai que j'ai pas d'exemple ou de photos et j'ai pas eu nous avions une chargée de mission qui suivait ce programme, donc il y a certains éléments que je n'ai pas pu voir, mais avec, vous voyez, des zones de culture qui étaient mis en avant, des cultures intermédiaires et des fois double ligne aussi qui ont pu être réimplantées. Les chantiers participatifs, donc là, ce sont les exploitants pour lesquels on a fait des chantiers participatifs. Donc il y a 5 kilomètres de haies qui ont pu être réimplantés, entre autres, en plus de toutes les préconisations qui ont pu être faites aux agriculteurs. Parfois, alors l'agriculteur, comme pour la présentation qui vous a été faite avant, s'engageait à faire la préparation de la terre. Bon, c'était assez facile, on va dire, dans ce cas-là. Et donc parfois, c'était du chantier participatif, parfois plutôt, pardon, participatif que avec les exploitants et les apiculteurs, donc que les professionnels. Et pour certains, ça a été aussi ouvert à des chantiers participatifs citoyens. Euh, et ça, mais ça, les chantiers participatifs citoyens, on les a plus gardés pour les chantiers de réimplantation de haies ou de restauration de milieux pour les communes. Et c'est vrai que les chantiers qu'on a fait pour les exploitants agricoles, on les a
plus gardé pour le monde agricole pour que ça serve aussi d'espace de formation et de sensibilisation. Donc c'était entre une journée de formation et de bout de champ et le fait de rendre service voilà, à l'exploitant. Le plus gros chantier qu'on a pu avoir, c'est celui pour Joël Verdier, puisque c'est un exploitant qui est en fauteuil roulant, qui lui-même ne pouvait pas réaliser cette partie-là. Derrière, je pense qu'on doit présenter plutôt, voilà, ben là, c'était les formations en bout de champ, les moments où on a fait ces chantiers participatifs. Voilà, on n'a pas fait que du chantier, comme vous voyez, on est aussi allé se balader, on a aussi fait de la sensibilisation. Ben, qu'est-ce que c'est un pollinisateur? Combien d'espèces d'abeilles? Voilà, il y avait tout ce volet-là, carpiculture, qui est très spécialiste de cette question. On a travaillé avec Befriendly aussi. Donc des observations d'insectes et enfin d'abeilles entre autres qui ont pu être réalisées et même des gens qui étaient plus ou moins apiculteurs, en tout cas amateurs, ont appris beaucoup de choses sur ces temps-là. Donc après ça c'est le volet grand public. Il doit y avoir le ciné-débat. Donc on a 10 hectares voilà, de terrain qui ont pu être mis en gestion différenciée avec tout le volet grand public et le volet c'est de la photo, j'ai à peu près tout dit. Et après, donc le ciné-débat, on avait travaillé autour du film Une terre sans abeilles. Je pense que j'ai à peu près balayé les sujets que je voulais vous présenter. Merci beaucoup. Donc effectivement, des sujets en faveur des pollinisateurs, mais avec la plantation de haies et donc du coup des solutions qui sont favorables et à l'adaptation au changement climatique et à la biodiversité et avec des agriculteurs effectivement plutôt volontaires et en termes de territoire pilote. Mais voilà, une opération vraiment intéressante qui mêle agriculture, apiculture, effectivement. Alors parfois, c'est vrai que on parle de l'installation de ruches et on essaye de comprendre aussi comment plutôt favoriser les pollinisateurs sauvages et c'est vraiment intégré dans votre projet. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat concernant ce programme? Alors, je vois pas de questions pour l'instant, mais du coup, j'en profite pour vous remercier, hein, enfin remercier vraiment les deux collectivités qui ont accepté d'intervenir parce que c'est vrai que c'était intéressant aussi pour nous dans ce webinaire d'avoir une commune et une intercommunalité pour avoir vraiment différentes manières de porter ce sujet-là et de voilà avec des actions qui sont un peu différentes. On sait que voilà c'est un sujet qui est pas forcément simple hein, d'agir on va dire sur ces zones agricoles. Donc voilà on voulait particulièrement vous remercier hein, d'être intervenu ce matin pour pouvoir partager vos retours d'expérience. Alors, je vois pas, j'attendais un petit peu que éventuellement. Ah ben voilà, il y a donc un témoignage hein, de la commune d'Escalquins, donc avec un partage sur un chantier participatif donc de plantation de haies le long de la piste cyclable sur une bande de jachère de 440 mètres appartenant à des propriétaires privés et avec un agriculteur exploitant. Donc c'est voilà, ça peut fonctionner aussi comme ça avec une convention entre l'agriculteur et la commune. Certainement pour la gestion, j'imagine, une gestion un peu écologique de cette, euh, de cette zone. Que je peux peut-être juste rajouter, parce que j'ai vu qu'il y avait des questions sur les manières dont les financements ont lieu. C'est vrai Oui. que là, du coup, la FAF a fait appel à des financements en direct. Je n'ai pas eu à les chercher. Bon, c'est vrai que la partie reproductible est un peu, peut-être un peu limitée. Mais tout ce qui va être les chantiers de plantation, on a fait appel à AFTER, donc au Fonds de financement pour les plantations en agroforesterie. Et en plus, alors c'est pour la partie sur les chantiers dans les communes, mais via le fonds vert, l'installation de panneaux, l'installation de... Parce qu'au final, on a peu
de dépenses pour la plupart des préconisations, à part la plantation. C'était même du gain de temps, quelque part. C'est apprendre à ne pas toujours aller couper l'herbe au mauvais moment et laisser repousser la nature. Donc, quand on est sur les volets avec les communes ou même chez les personnes, on leur apprend que quelque part, ils vont gagner du temps. Et si ce sont des agents qui sont payés ou un agriculteur, c'est moins de passage de tracteur, c'est un peu de décroissance quelque part. Donc, au final, il y a pas forcément beaucoup de dépenses dans la mise en œuvre du programme, si ce n'est après l'expertise dans l'accompagnement des agriculteurs. Et les panneaux, du coup, de présentation, voilà, c'est la collectivité qui les finance pour les communes, euh, pour expliquer pourquoi il y a cette gestion différenciée. C'est des choses qu'on voit des fois ailleurs, hein, aussi. Je viens de mettre en ligne hein, le fonds After, le lien vers le fonds After que vous venez d'évoquer. Je pensais aussi au pacte Est. Là, j'étais en train de vous chercher le lien pour que vous puissiez avoir l'information. Mais de toute façon, c'est des ressources qu'on remettra a posteriori, hein, les différents diaporamas, mais aussi tous les liens qu'on a mis là sur l'espace de discussion. Il y a une question qui est apparue Ah, entre-temps, puisque oui, on parlait de l'entretien des haies. Est-ce qu'il y a des filières d'entretien des haies qui se mettent en place ou qui existent au niveau alors, du département, je ne sais pas, des départements en particulier? Bon, alors est-ce que dans le Gers, il y en a? Et peut-être Manuel, es-tu au courant? De votre côté, à Staracarros en Gascogne, est-ce que Alors vous là, avez... en l'occurrence, c'est l'accompagnement après les chantiers qui continue avec la FAF qui donne des préconisations aux agriculteurs qui en général peuvent être équipés euh, sur qui soit accessible à tous. Même dans le Gers, je ne sais pas trop ce qu'il y a comme proposition, bien qu'on ait beaucoup de structures qui travaillent sur la question de l'arbre avec Arbre et Paysage. Je ne suis pas la plus spécialiste pour, en tout cas, le département du Gers s'est beaucoup positionné sur la gestion de ses bords de route et du coup a toute une filière aussi bois énergie en direct derrière, mais ça répond pas vraiment à votre question. Manuel, peut-être que tu as des informations à ce sujet. Non, j'ai pas d'informations directement là-dessus. La seule chose, c'est que on travaille beaucoup avec le réseau AFAC Occitanie et du coup avec les différents arbres et paysages qui sont en général mes relais techniques, autant pour la plantation que pour la gestion, l'entretien du linéaire de haies existant. Donc j'ai mis dans le chat l'ensemble des membres du réseau AFAC Occitanie. Donc il y a au moins une structure par département, sinon plus. oui, bah là, dans l'Hérault, l'association Pays Arbres, je pense qu'il doit faire aussi partie de ce réseau-là, a été évoqué là dans le chat. Et effectivement, peut-être sur les aspects d'entretien. Alors, je crois que la personne qui est intervenue se questionnait sur le département de Haute-Garonne. Donc, peut-être d'aller voir de toute façon, en Haute-Garonne, c'est Arbre, paysage d'autant. Arbres et Paysages d'Autan. Voilà, c'est ça. Merci, Cécile. Et puis c'est un réseau effectivement qui est financé dans le cadre des dispositifs régionaux en faveur de la biodiversité par la région Occitanie, donc qui vous apporte l'ingénierie. Tout à l'heure, Manuel montrait aussi le guide planton local qui a été élaboré de manière collective, alors coordonné par l'ARB, mais avec notamment les conservateurs botaniques nationaux, mais d'autres acteurs aussi, CAUE, Seine, association, et puis qu'on évoque là juste l'OPI aussi pour les insectes, et qui est un support de type palette végétale pour vous aiguiller dans le choix des espèces, mais qui ne se substitue pas au conseil et à tout ce que pourra vous apporter ces acteurs, les CBN, mais aussi les associations arbres et paysages lors de la plantation en termes d'ingénierie, en termes de conseils pour l'entretien, etc. Y a-t-il d'autres questions, puisque nous arrivons à la fin de notre webinaire? Peut-être juste du coup, avec Delphine, vous partagez deux, trois informations sur Territoire engagé pour la nature et Atlas de biodiversité communale que vous connaissez sans doute beaucoup déjà, mais alors, il y a des dates
à rappeler peut-être. Delphine, je te laisse juste dire deux mots des ABC, j'enchaînerai sur tel et la clôture du webinaire alors. Oui, je vais faire rapidement. De toute façon, je vous ai mis pas mal de ressources dans le chat et qu'on vous remettra aussi dans un mail ou dans une fiche ressource. Je ne sais pas trop encore comment on va faire, mais en gros, pour ceux qui connaissent pas et qui sont pas encore engagés dans le dispositif Atlas de la biodiversité communale, c'est un dispositif qui est basé sur trois grands piliers. Donc, la connaissance du patrimoine naturel à l'échelle d'une commune ou d'une intercommunalité. Hein. C'est bien sûr, pardon, les collectivités hein, qui peuvent s'engager dans ce type de dispositif. Ça, j'ai oublié de le rappeler. Donc, la connaissance du patrimoine naturel, la mobilisation de l'ensemble des acteurs du territoire, que ce soit les citoyens, les enfants, mais également les acteurs socio-économiques, les entreprises, le monde agricole, bien sûr, pour revenir sur notre sujet. Et cet ABC n'a pas vocation à faire de la connaissance pour faire de la connaissance, mais bien pour un passage à l'action avec la production de cartographie d'enjeux et d'un plan d'action en fin d'ABC qui doit permettre à la collectivité d'avoir un guide et une espèce de stratégie en faveur de la biodiversité à la fin de son ABC. Tu peux passer, Cécile. Et donc, à l'échelle de la France, il y a actuellement 612 projets pour 4600 communes couvertes par un ABC. Et en Occitanie, on est à peu près à une centaine de projets pour environ 400 communes couvertes par un ABC à ce stade. Donc, à peu près 10% des collectivités d'Occitanie. Engagés dans un ABC. C'est une démarche qui dure entre 3 et 4 ans. Donc, l'OFB hein, peut financer jusqu'à 80% des dépenses éligibles. Donc, pour cela, il faut candidater à la mesure ABC du Fonds vert. Donc, vous avez toutes les informations sur Aide Territoire. Et donc, la candidature se fait par la plateforme Démarche simplifiée. Voilà. Je te repasse la parole, Cécile. Alors, parfois, à la fin d'un ABC, comme disait Delphine, il y a un plan d'action. Et alors là, vous pouvez piocher quelques actions et candidater à territoire engagé pour la nature avec ces actions-là, puisque territoire engagé pour la nature, c'est se lancer dans une démarche de progrès en faveur de la biodiversité. Et elle s'adresse justement aux communes et aux intercommunalités. En Occitanie, c'est le cas en tout cas. Euh, L'idée, c'est de vous lancer et de vous engager dans des projets tournés vers l'avenir. Et on en attend trois en Occitanie, pour le coup, avec une démarche qui est une démarche d'amélioration continue. Vous avez ensuite, euh, après cette candidature, il y a un jury qui va reconnaître votre projet et donc vous fournir cette reconnaissance qui est nationale, hein, puisqu'elle est portée par l'OFB. Et cette reconnaissance, elle vous apporte l'appartenance à un club, dit le club des engagés, avec des facilités pour accéder voilà, à des financements. Ça ne dispense pas de financement en direct. Et puis, ça vous apporte des ressources ou l'invitation à des webinaires, conférences type celui-ci aujourd'hui pour participer à l'apport d'informations supplémentaires, à des retours d'expérience. C'est aussi l'occasion de rencontrer d'autres collectivités, d'avoir des échanges en réseau pour le partage d'expériences. Ce qu'on a fait d'ailleurs récemment là, lors des remises de trophées TEN de l'année, qui est vraiment intéressant et qui permet à des collectivités de se rencontrer et de s'inspirer les unes les autres également. Et puis être dans le club des TEN, c'est pouvoir être également valorisé. L'OFB propose à l'échelle nationale de faire l'objet de podcasts ou de vidéos qui sont largement diffusées avec des projets qui sont intéressants. Là, aujourd'hui aussi, on met en avant, par exemple, des projets qui nous paraissent intéressants. Donc, c'est valoriser également des projets, toujours pour inspirer les membres de notre réseau. Donc, être territoire engagé pour la nature, c'est une durée de 3 ans. Donc, on peut être ensuite évalué, c'est un bien grand mot, mais on participe ensemble à un bilan qui est un accompagnement individuel au cours duquel on va aussi vous proposer ou vous aider en tout cas parfois à vous relancer dans une démarche territoire engagé pour la nature pour les 3 ans à venir. D'ailleurs, Léa Delage, qui est à mes côtés, appuie ce projet d'accompagnement pour un renouvellement de la candidature. Et puis quand c'est reparti pour 3 ans, eh ben on continue ce travail avec vous
de vous intégrer dans ce club d'Éten avec voilà, les webinaires, une plateforme aussi dont on pourra vous donner le lien pour pouvoir échanger de manière autonome un peu entre pairs. Et puis bientôt, on va organiser aussi dans le cadre de ce club TEN et ABC, des sorties de terrain. Donc là, je vous ai mis un agenda avec les dates à retenir. Je parle des sorties de terrain. Donc le 2 juin, nous nous retrouverons à Montpérou dans l'Hérault avec des travaux qui seront donc accueillis par la communauté de communes Vallée de l'Hérault notamment, autour de haies, de mares, de trames vertes bleues et noires. Et puis on aura une rencontre avec des agriculteurs, mais là des viticulteurs qui pourront nous parler de viticulture et biodiversité. On parlera en particulier d'auxiliaires de culture avec les chauves-souris. Et puis le 12 juin, nous allons aller à la Masquère pour là aussi aller voir des haies, aller voir un parc qui a été équipé en nichoirs pour diverses espèces. On verra peut-être même l'intérieur des nichoirs avec des experts. Et puis aller aussi visiter des grandes mares qui ont été réalisées dans le parc d'un château, qui sont particulièrement intéressantes. Donc on vous invite à vous inscrire à ces deux sorties terrain. Et entre cela, nous aurons aussi le 26 mai un webinaire pour appuyer au montage des ABC. Lorsqu'on vous fera passer le support, il y a le lien pour l'inscription à ce webinaire. Et on vous parlait des solutions fondées sur la nature. Le 5 juin, un cycle de webinaires va être organisé sur les solutions fondées sur la nature, mais sur le littoral. Ça peut en intéresser certains d'entre vous. Vous rappelez deux dates butoirs que sont celles du dépôt des ABC pour 2025 au 15 juin et de Territoire engagé pour la nature au 8 juillet. Et puis vous dire qu'il y aura un gros temps fort national du 9 au 11 juillet à Bordeaux. Ce sont les rencontres biodiversité et territoire, l'occasion de rencontrer d'autres collectivités engagées, de partager, de s'inspirer là encore avec des retours d'expérience et même des visites qui seront réalisées sur la région. Voilà, donc il est midi une. Je remercie encore grandement les intervenants, donc Élise Martinez, Manuel Delafoulouse, Bernard Fabre et Mélanie Le Goulven pour leurs interventions fort riches et intéressantes. Et on vous fait passer toutes les ressources.